Léa. J'ai encore rien dit, quoi. Bonsoir. Enchantée, merci d'être là et de vous infliger ça avec moi. Non, je dis ça parce que quand je me suis dit que j'allais faire une conférence gesticulée, j'ai eu 2-3 petites angoisses. Et la plus importante, c'est que je me suis dit comment je vais faire pour faire 1h30 en parlant sans boire de l'eau. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai tout le temps soif, j'ai toujours ma gourde d'eau à portée de main. Je sais à quel point elle est remplie ou pas. S'il reste plus beaucoup d'eau, je suis prête à courir au prochain robinet. Enfin voilà, c'est un sujet sérieux pour moi, quoi. Et donc, quand j'ai construit ma conférence gesticulée, je me suis dit, j'en ai parlé à mes co-stagiaires, comment faire? Bonsoir. Et donc, je parle à mes co-stagiaires et je partage mon angoisse par rapport à l'eau. Et là, il y a quelqu'un qui me dit, sur le ton de la blague, mais je le prends en sérieux direct, qui me dit « Mais pourquoi tu ne prendrais pas un camelback ?» Et donc, pour les personnes qui ne savent pas, le camelback, c'est ça. C'est un sac à dos dans lequel il y a une poche d'eau avec une super paille. Et du coup, je vais pouvoir boire de l'eau comme ça, de manière super discrète et classe, voilà, tout le long de la conférence. Là, vous vous dites, ça fait 2 minutes qu'elle a commencé à nous parler de l'eau, c'est pas du tout le sujet, merde. Mais c'est pas complètement à côté de la plaque. Parce que là, les petites angoisses que je vous ai partagées par rapport à l'eau, bah, j'avais ça par rapport à mon alimentation et à mon poids, mais puissance 12 000. Mais avant qu'on rentre plus en profondeur dans ce sujet-là, je pense que c'est important que je vous dise que dans mon parcours jusqu'ici, que j'ai pris ou perdu du poids, j'ai toujours été mince. Et c'est important parce qu'on va parler de la culture de la minceur, donc c'est important de savoir d'où je parle, d'où je me situe. Et c'est aussi important parce que ça ne m'a pas empêché d'avoir des troubles du comportement alimentaire. Donc les troubles du comportement alimentaire, on connaît plus les extrêmes, l'anorexie, la boulimie, les 1% des cas où il y a un vrai danger, où les personnes finissent à l'hôpital et ce genre de choses, et c'est grave, ça existe. Mais c'est pas de ça dont j'ai envie de vous parler ce soir. Il y a ce qu'on appelle aussi les spectres des TCA, des troubles du comportement alimentaire, ça c'est 17% de la population, donc presque une personne sur 5. Et ça, c'est des personnes qui cochent des cases d'une alimentation troublée, mais pas toutes les cases, et donc ne sont pas diagnostiquées. Mais c'est pas non plus de ça dont j'ai envie de vous parler ce soir. Bon, quand est-ce qu'elle ouvre? Non, déjà, j'aimerais savoir qui ici, en levant la main, pourrait me dire qui a l'impression d'avoir une alimentation apaisée. Et j'entends par là, qui mange sans jamais s'inquiéter de l'impact que ça va avoir sur son poids ou sur son corps. 1, 2, 3, j'ai l'impression de voir. 4, ok. Eh ben, bravo. Mais voilà, c'est un peu l'impression que j'ai, c'est que dans notre société, bah, c'est rare les personnes qui ont vraiment aucun souci avec l'alimentation et pour qui c'est tranquille. Donc moi j'avais ça, moi j'essayais de contrôler mon alimentation pour contrôler mon corps. Et le contrôle, bah, je connais bien ça parce que j'ai appris le piano au conservatoire de musique classique. Et ça, le contrôle, on nous l'apprend bien parce qu'il faut contrôler ses doigts pour jouer des morceaux de plus en plus difficiles et faire des auditions devant tout un tas de parents d'élèves. Donc moi j'entre au conservatoire de musique, j'ai 6 ans et donc je fais une dizaine d'années au conservatoire de musique. Et le piano n'est pas allumé parce que j'ai oublié de l'allumer, mais ça m'est arrivé dans 2 petites secondes. Voilà. Et donc pour jouer au piano, pour avoir une certaine dextérité, il faut un bon positionnement de la main. Et il faut une main bombée pour pouvoir faire ce genre de morceau.
pas trop ça. Ma prof de piano de l'époque m'aurait dit que c'était de la grosse merde, mais voilà. Et donc, ma prof, justement, qui était vraiment douce et avec qui je passais des merveilleux moments, pour s'assurer que j'avais bien les mains bombées en jouant, elle prenait des crayons de papier qu'elle taillait. Voilà, hop, c'est bien pointu, tac. Et pendant que je jouais, en fait, elle me les plaçait sous la paume de main. Pour s'assurer que si, par malheur, je baissais un peu trop ma main, tac, hop, elle... Voilà. Donc voilà, vraiment très, très sympathique comme apprentissage. Donc le contrôle avec le piano et le contrôle dans l'alimentation, parce que je croyais que c'est ça qu'il fallait faire pour... contrôler mon corps, être en bonne santé et avoir le bon poids, quoi. J'aimerais avoir votre avis. Selon vous, si je vous demande là un peu spontanément, je ne vous ai pas encore parlé de la culture de la minceur, vous n'êtes pas à une conférence gesticulée. Selon vous, les gènes ont combien d'impact en pourcentage sur notre poids, sur notre forme de corps? Combien d'impact les gènes, notre ADN a sur notre poids? 50, 70. 0. Pas tout à fait. C'est 70%, bravo. Ouais, une médaille. Vous gagnez rien du tout. 70%, donc notre poids est dû à 70% à nos gènes. Et deuxième petite question par rapport à la santé cette fois-ci. Selon vous, l'alimentation et l'exercice physique ont combien d'impact, en pourcentage encore une fois, sur notre santé? Sans trop réfléchir. 10% seulement. Et ouais, 10% seulement. Alors ces chiffres-là, je ne les sors pas de mon chapeau, pour ne pas dire autre chose. Non. Charmant. Non, ces chiffres-là, ça vient le 10%. Je vais vous en reparler plus tard, les 70% aussi, et je détaillerai. Et globalement, je vais vous parler de plein de chiffres, plein de sources. Je ne vais pas forcément toujours donner mes sources parce qu'il y en a beaucoup et que ça casserait le rythme de la conf. Mais par contre, j'ai un mail qui est préparé avec toute ma bibliographie de toutes les sources dont je vais vous parler ce soir. Et si ça vous intéresse après, vous me laisserez votre mail et je vous envoie ça et on pourra en reparler. Mais voilà, je ne vais pas forcément tout citer, sinon je vais faire que ça de citer des sources. Et du coup, ce décalage qu'il existe entre nos croyances profondes sur l'alimentation, notre corps, puisqu'on voit que là, dans vos réponses... c'est comme moi à l'époque, il y a un vrai décalage entre nos croyances sur l'alimentation, sur notre corps, notre poids, et ce que la science prouve désormais aujourd'hui. Et ce décalage-là, c'est pas un hasard. Ce décalage, il sert ce qui s'appelle la culture de la minceur. Et la culture de la minceur, je vais reprendre la définition d'une journaliste américaine, Christy Harrison, qui est une militante contre la culture de la minceur. Elle explique que la culture de la minceur, c'est un système de croyances qu'on peut résumer en 4 points. C'est un système de croyances qui voue un culte à la minceur comme idéal de beauté et à la minceur comme image de bonne santé. Ça va, vous voyez là? Le noir, c'est nickel. Ça veut dire que dans notre société, on est conditionné pour trouver une personne mince plus belle qu'une personne grosse. Et pour, quand on croise une personne grosse dans la rue, se dire « Ah, peut-être qu'elle a un problème de santé », alors qu'on va croiser quelqu'un de mince, on va dire « Ah, c'est une personne athlétique ». Voilà, on a ces conditionnements dans notre esprit. La culture de la minceur, c'est, en deuxième point, un système de croyances qui promeut la perte de poids.
Bah ça, tout simplement, c'est comme ça, c'est la norme. Et ben, il faut tout faire pour atteindre l'idéal de minceur, pour être beau, pour être en bonne santé. Le troisième point, la culture de la minceur, c'est un système de croyance qui moralise l'alimentation et les pratiques physiques. C'est le seul instant court. Donc ça, soi-disant, dans notre société, il y aurait des bonnes manières de manger, des mauvaises manières de manger, des bonnes manières de bouger, des mauvaises manières de bouger. Et selon ce qu'on met en pratique dans notre quotidien, on va être jugé comme une bonne personne, une mauvaise personne. On va s'insulter, se juger les uns les autres selon nos pratiques alimentaires et physiques. Et pour finir, la culture de la minceur, c'est un système de croyance qui oppresse toutes les personnes qui ne correspondent pas à ces standards. Ouh. Voilà. Bon. Donc ça, c'est un peu ce que je disais là, quand on voit quelqu'un qui, a priori, ne correspond pas à la norme de beauté ou ne représente pas une image de bonne santé, ne fait pas tout pour perdre du poids et n'a pas les bonnes pratiques alimentaires ou bonnes pratiques physiques, elle va davantage être opprimée dans notre société. Mais la culture de la minceur, ça sert aussi le système capitaliste. Donc le capitalisme, pour celles et ceux qui ont fait toutes les autres confs jusqu'ici, je pense que vous voyez à peu près ce que c'est. Mais pour faire rapide, du coup, c'est ce système qui est caractérisé par la propriété privée des moyens de production par un petit nombre qui accumule des richesses grâce et aux dépens du plus grand nombre qui travaille dans ces moyens de production. Et donc c'est un système qui est profondément inégalitaire. Et pour justifier ces inégalités, justifier qu'il y a un petit nombre qui cumule des richesses aux dépens du plus grand nombre, il faut faire croire que ces personnes le méritent, que c'est parce qu'elles sont supérieures d'une quelconque manière. Et c'est en ce sens-là que la culture de la minceur sert le capitalisme, c'est que c'est encore une manière de hiérarchiser les gens. C'est encore une manière de dire, toi, t'es pas bien, t'es pas méritant parce que tu ne fais pas tout pour perdre du poids, parce que tu n'as pas la bonne image, et parce que tu ne mets pas en pratique la bonne manière de manger, la bonne manière de bouger. Et comme la culture de la minceur existe donc, et sert le système capitalisme qui a besoin de ces rapports de domination, les personnes qui sont les plus dominées dans les rapports sociaux sont les plus opprimées par la culture de la minceur. Donc ça veut dire qu'une femme noire, grosse et pauvre va être 1000 fois plus opprimée dans notre société par la culture de la minceur, et par malheureusement bien d'autres des rapports de domination, qu'un homme blanc, riche, mince. Donc c'est de ça dont j'ai envie de parler ce soir avec vous, c'est de comment ce décalage entre la science et nos croyances sert la culture de la minceur qui, elle-même, sert le capitalisme. Mais moi, tous ces trucs-là, je les ai appris, ça fait 4-5 ans que je lis des choses sur tous ces sujets-là, des études scientifiques, des livres d'histoire, de sociologie, etc. sur ces sujets-là. Et ça fait 4-5 ans que je tombe de ma chaise 3 fois par jour. Parce que quand je découvre tous ces trucs-là, mais c'est venu tellement bousculer des croyances profondes, des trucs dont j'étais persuadée, que je relisais les trucs 12 fois, j'essayais de prendre des informations un peu partout pour me dire « Attends, mais c'est vraiment ça qui se passe ?» Tout ce que j'ai appris depuis presque 30 ans, c'est quasiment tout le contraire, presque. Donc voilà, ça m'a complètement bousculée, mais c'est ça qui m'amène aujourd'hui ici devant vous et à vous parler de ce sujet. Du coup, moi, la première fois que je me retrouve face à la culture de la minceur, sans m'en rendre compte évidemment à l'époque, j'ai 6 ans.
je débarque au CP et comme tout le monde, c'est la rentrée, j'ai super envie de me faire des copains-copines pour jouer, quoi. C'est un peu ça le but de l'école, quoi. Et donc je débarque dans la cour de récréation et mon objectif c'est d'aller vers la personne qui a l'air la plus sympa, quoi. Et donc là il y a tout un tas d'enfants et je vois au bout de la cour près du réfectoire une petite fille qui a l'air trop sympa et donc je cours vers elle, etc. Enfin je cours peut-être pas quand même, mais en tout cas j'y vais d'un pas déterminé et je lui dis coucou, est-ce que tu veux être ma copine? Et elle me dit oui. Et depuis on est super amis et on est encore amis aujourd'hui. Donc c'est Lucille. Et donc, on fait ce que tous les enfants font, on va l'une chez l'autre après les cours, d'abord pour faire le devoir, et puis après pour jouer, et on mange l'une chez l'autre, on apprend à connaître les familles de l'une et de l'autre, et c'est une grande amitié. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand je vais manger chez Lucille, pour moi c'est trop cool, parce que chez elle, c'est tout le temps on va chez le traiteur chinois et on mange plein de trucs que je mange pas du tout chez moi, et puis on peut boire du soda en mangeant, enfin c'est vraiment trop cool, quoi. J'adore manger chez elle. Mais je sens que il y a un regard, il y a une attention, il y a une surveillance de sa mère sur elle. Je le formule pas comme ça à l'époque évidemment, mais je sens qu'il y a un enjeu qui se passe, que c'est pas détendu le repas, quoi. Et que selon comment Lucille mange, comment elle se tient, elle peut avoir des petites remarques sur son corps, sur comment elle mange, etc. Et donc je me dis, ah oui, parce que ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que Lucille, c'est une petite fille grosse, ou en tout cas apparemment pas assez mince. Et ça, je m'en rends compte à cette époque-là, parce que même quand c'est pas à table avec sa famille, c'est dans la cour de récréation. Je sais que Lucille, il y a des enfants qui se moquent d'elle. Et je me dis, mais ça a l'air vraiment pas cool, quoi, d'être à sa place. Et quand je rentre chez moi, j'ai mangé chez Lucille, et puis je raconte à mes parents, et je dis, ah, c'était trop cool, on a mangé des traiteurs chinois. Ah, encore? Ah là là, mais sa mère, elle fait jamais à manger. Mais t'as vu en même temps comme elle est grosse? Enfin, et voilà, et elle éduque mal sa fille, elle lui fait tout le temps du traiteur chinois, enfin sa fille aussi elle va être grosse, pauvre Lucille. Et donc moi, je me dis, wow, ça a l'air sérieux, quoi, il faut pas être grosse. Ça a l'air très très grave, et donc si je peux, je vais tout faire pour ne surtout pas être grosse. Et maladroite. Mais du coup, cette vision négative de la grosseur, c'est pas mes parents ou les parents de Lucille qui l'ont inventée. Ça date pas d'hier. Et même, il y a plusieurs époques dans notre histoire où il y a une vision négative de la grosseur. Heureusement, il y a quelques époques où c'était vu de manière positive, mais la plupart, quand même, c'était négatif. Et donc, la première époque, on peut remonter il y a plus de 2000 ans à l'Antiquité. À cette époque-là, c'est plutôt une époque d'abondance, de prospérité, et donc les banquets sont remplis, et il y a énormément d'excès et Byzance, quoi. Sauf si on est esclave. Mais sinon, c'est les repas sont abondants. Et donc à cette époque-là, il y a une anxiété sur l'excès, et on va valoriser la modération, la balance, l'équilibre. Et donc, comme à cette époque-là, on se dit que si on est gros, c'est parce qu'on a trop mangé, c'est qu'on a mangé en excès, donc on n'est pas modéré, donc on est moralement inférieur. Dès cette époque, il y a cette couche de moralité qui est apposée à l'alimentation et à la grosseur. Et ça, la culture de la minceur aujourd'hui en est imprégnée. La deuxième époque où la grosseur est vue de manière négative, c'est au XVe siècle, au début du colonialisme moderne. Et à cette époque-là, les colons hispaniques qui débarquent en Amérique latine actuelle, qui se retrouvent face aux populations amérindiennes, il se trouve factuellement que les colons hispaniques sont plus minces que les populations amérindiennes qui sont plus corpulentes. Et comme les colons, leur but, c'est de justifier le fait de piller les terres, de tout brûler, de tout violer et tuer, voilà, ils veulent justifier leur supériorité de toutes les manières possibles. Et un des critères utilisés, c'est la corpulence. Et donc, il y a cette notion que si tu es mince, tu es supérieur aux personnes grosses qui vont être associées aux populations colonisées, jugées inférieures.
Donc la culture de la minceur, elle est aussi profondément imprégnée de racisme. La troisième époque, et dernière époque historique où la grosseur est vue de manière négative, c'est la nôtre. On est fiers, n'est-ce pas? Mais ça date pas non plus d'hier. On peut remonter en fait au début du 19e siècle, enfin au tournant du 19e siècle, à la révolution industrielle. Et à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que dans les pays où il y a la révolution industrielle, il y a des fortes migrations, puisqu'il y a besoin de beaucoup de main-d'œuvre, quoi. Et encore une fois, il se trouve qu'à cette époque-là, les populations qui migrent sont encore une fois plus robustes, plus corpulentes que les populations des pays où il y a la révolution industrielle. Et au sein de la classe ouvrière qui est en train de se créer, la partie supérieure, la partie la plus aisée de la classe ouvrière, qui est majoritairement blanche, va encore une fois vouloir se différencier, apposer sa supériorité sur la partie inférieure de la classe ouvrière qui, elle, est majoritairement issue de l'immigration et plus corpulente. Et encore une fois, le corps est utilisé pour différencier. Et la minceur devient un marqueur social. Donc la culture de la minceur est aussi empreinte de lutte des classes. Et à notre époque encore, on peut aussi parler de l'âge d'or de la presse écrite, entre 1880 et 1910, où il y a tous les magazines, les journaux qui commencent à être diffusés dans toute notre société. Et dans ces magazines et dans ces journaux, il y a tout un tas d'articles qui sont un tas d'injonctions faites aux femmes, et il faut que les femmes soient à tout prix minces, notamment pour vendre des pilules dans lesquelles il y a de l'arsenic à l'époque, pour que les femmes mincissent. Sympa, hein? Yes. Donc, culture de la minceur empreinte de sexisme, mais ça paraissait plus évident, je pense. Donc voilà, pour le petit tour de l'histoire. Mais du coup, ce qui est en commun avec toutes ces époques, c'est que ça se base sur le fait qu'on croit que la grosseur, c'est de notre responsabilité individuelle. Si on est mince, c'est parce qu'on a réussi quelque chose, et si on est gros, c'est qu'on a raté quelque chose. Sauf que, comme on disait tout à l'heure, la minceur, ou la grosseur, enfin bref, la forme de notre corps et notre poids, c'est dû à 70% à nos gènes. Mais pour expliquer un peu mieux ça, on va d'abord parler du fonctionnement du piano. Et là, vous dites quoi? Mais attendez, vous allez comprendre. Alors, un piano, quand il n'est pas électronique comme celui-là, quand c'est un acoustique, du coup, parce que j'ai pas pu ramener mon piano à queue, désolée. Sous le capot, il y a des centaines de cordes. Et en fait, pour activer une note, quand on touche sur la note, ça active un système, il y a un petit marteau qui vient frapper une corde et qui fait que ça fait plutôt une note aiguë ou une note grave. Et du coup, pour avoir une note aiguë, on va avoir besoin d'une corde courte et fine. Et pour avoir une note grave, ça va être une corde beaucoup plus longue et épaisse. Et après, pour que la corde fasse la bonne note, il faut qu'il y ait la bonne tension. Mais avec le temps, ça se désaccorde. Un piano, ça se désaccorde parce que le temps, parce que la météo, parce que ci, parce que ça, peu importe. Et du coup, dans ce genre de cas, on fait appel à un accordeur. Et ils sont spécialistes, ils viennent checker tout ça, ils te remettent en tension et hop, ça fait pile toutes les bonnes notes. Et nous, notre poids, dans notre ADN, il n'est pas marqué un chiffre. Il n'y a pas marqué qu'on est censé faire tel poids à la virgule près, bien évidemment. Mais en fait, c'est un intervalle d'environ 10 kilos. Ça veut dire que dans la société, il y a tout type de corps, comme il y a tout type de notes. Donc il y a des personnes grosses, très grosses, des personnes minces, des personnes très minces. Tout le monde n'est pas censé être mince et se retrouver dans ces notes du milieu. Et ce serait chiant d'ailleurs qu'il n'y ait que des notes du milieu, n'est-ce pas? Ce qui est beau, c'est la variété. Et donc, tout le monde a un poids, un intervalle d'environ 10 kilos, que la personne soit mince ou grosse. Et ce qui se passe, nous, quand la vie fait que on perd beaucoup de poids, par exemple, parce qu'on n'a pas eu assez à manger pendant une période, on perd du poids,
Et ben, comment on fait pour s'accorder? Est-ce que vous avez une idée à qui on fait appel? Parce que, est-ce qu'on fait appel à un accordeur? C'est qui pour vous l'accordeur? Eh ben, même pas besoin. Notre accordeur, il est à l'intérieur de nous. Notre accordeur interne, c'est ce qu'on appelle l'hypothalamus. Donc c'est une région qui se situe dans le cerveau, à la base du cerveau. Et en fait, quand on sort de cet intervalle-là, intervalle donc dans lequel notre corps fonctionne le mieux et est en bonne santé, quand notre poids du coup descend par exemple en dessous du seuil inférieur, et ben l'hypothalamus il va envoyer des signaux pour faire en sorte qu'on revienne dans notre intervalle. Donc ça va être augmenter les signaux de la faim. On va avoir faim plus fréquemment et des faims plus fortes, plus insoutenables. Ensuite, il va baisser les hormones de satiété. Donc ça veut dire que quand on va manger, il va falloir manger plus longtemps et plus avant d'être rassasié. Et après, si la période de restriction, de famine, elle dure trop longtemps, il va envoyer d'autres signaux. Il va baisser le métabolisme. Ça veut dire qu'on va utiliser moins d'énergie en faisant les mêmes activités, voire on va plus trop avoir envie de bouger. Ou alors il va stocker davantage de gras en se disant, bon, si ça dure trop longtemps la période de restriction, au moins j'ai de quoi gérer, quoi. Et normalement, si on n'habite pas si on ne vit pas dans la culture de la minceur, si on n'a pas cette charge, cette responsabilité individuelle qui est mise sur nos épaules de ressembler à la norme, de tout faire pour perdre du poids et de moraliser nos pratiques physiques et d'être discriminé si on ne correspond pas à ces standards, et bien normalement, quand on prend plus de poids parce que la vie fait qu'on a pris du poids, et bien normalement, ça fait le travail inverse. Ça envoie les signaux inverses et naturellement, on va revenir dans notre intervalle. Sauf que, bon, notre accordeur, il n'est plus très accordé dans la culture de la minceur. La culture de la minceur désaccorde notre accordeur et nous déconnecte du côté intuitif de notre gestion de l'alimentation et de nos mouvements, en fait. Donc, évidemment, c'est plus si simple que ça aujourd'hui. Moi, je ne savais pas tout ça en grandissant. Surtout que ma mère, elle travaillait au magazine Elle. Voilà. Donc pour celles et ceux qui ne connaissent pas, le magazine Elle, c'est un magazine féminin. Et malheureusement, c'est un hebdomadaire. Donc toutes les semaines, ma mère venait et posait les magazines sur la table basse. Et elle a commencé à travailler, là-bas j'avais 6 ans. Donc je ne suis pas sûre que j'ai commencé à feuilleter dès mes 6 ans, mais j'ai quand même été familiarisée très tôt avec ces magazines. Et du coup, je pouvais lire ce genre de choses. Spécial maigrir, régime sur mesure, perdez 3, 7 ou 10 kilos avant l'été. Spécial maigrir, perdre enfin ces 3 kilos de trop. Et puis à l'intérieur, c'est très développé et très pointu, bien sûr. Spécial maigrir, objectif ligne, moins 5 kilos, un régime à vos mesures. Et savoir bien maigrir et surtout ne pas regrossir. Oula. Désolée. La maladresse. Et donc, voilà, j'emmagasine tout ça en grandissant et vient la puberté. Et en fait, à la puberté, je prends mon corps d'adulte comme tout le monde, sauf qu'il se trouve que dans ma famille, mon père, ma mère, mon grand frère, ma grande sœur, ils sont tous minces, mais quand moi je prends mon corps d'adulte, il est un peu moins mince que le leur. Et ça suffit à cette époque-là, avec aussi toutes ces images que j'ai en tête, où je suis évidemment pas aussi mince que les personnes de ces magazines qui sont souvent même maigres, ça suffit à cette époque-là pour que je me dise que je suis trop grosse, que j'ai raté quelque chose, que là, mon corps qui change, c'est pas normal, et que j'ai foiré quelque chose. Et que là, va falloir
se contrôler, il va falloir arrêter de déconner. Et à partir de ce moment-là, c'est là que les pensées obsessionnelles arrivent. Et où que je sois, quoi que je fasse, ça tourne. Au fond, j'ai pas tant mangé ce midi. Mais j'ai mangé plus que tout le monde. J'aurais pu manger encore plus d'ailleurs. Mais au moins j'ai réussi à m'arrêter pour pas avoir l'air d'une goinfre. Quelle goinfre? T'es qu'une goinfre? Ce soir je mange encore avec des gens. Faut que je fasse attention. Faire attention? Tu sais pas faire. Tu craques toujours. T'as pas de volonté. Faut pas que je mange trop. Comment je vais tenir jusqu'à ce soir? Je vais jamais tenir. Bon, autant manger maintenant. De toute façon, tant qu'il y aura des restes dans le frigo, ça va me hanter. Mange le taboulé, il en reste si peu, au point où t'en es. Et ce pauvre bout de comté, tu vas le laisser moisir? Ces petits yaourts au chocolat, ils se mangent sans faim. Pourquoi je pense encore à la nourriture? Je viens de manger. Je suis grave. Ouais, t'es grave. Grave. Je suis pas censée avoir faim, là. Il faut que je me discipline. Je peux pas céder à toutes mes envies. Mais est-ce que j'ai vraiment faim? C'est juste de la gourmandise. Il faut que j'attende d'avoir vraiment faim. Quand est-ce qu'on sait quand on a faim? C'est quoi la faim? Bon, je vais attendre d'avoir vraiment le creux au ventre, comme ça je serai sûre. Donc voilà, le besoin de contrôle, enfin l'impression que j'ai besoin de me contrôler et du coup les pensées incessantes. Et parce que à cette époque-là, notamment avec tout ça, j'ai l'impression que c'est ça ou rien, que sinon je vais me foirer. Et en fait, je me rends pas compte à l'époque, mais c'est un peu comme si j'étais au régime constamment. Si je vous dis régime, vous pensez à quoi? Ça vous dit quoi? Privation. Frustration. C'est pas mal, voilà. Non, parce que pour préciser, je parle évidemment pas d'un régime alimentaire parce que problème spécifique de santé ou parce que moral, on est vegan ou quoi. C'est régime comme privation. D'ailleurs, un régime, ça commence à partir du moment où on contrôle son alimentation pour avoir un impact sur son poids. Que ce soit pour maintenir son poids, perdre du poids ou prendre du poids. Parce qu'il y a des gens qui veulent prendre de la masse, voilà, surtout ces derniers temps. Bon. Donc un régime, ça commence très tôt, à partir du moment où on contrôle son alimentation pour avoir un impact sur son corps. Et il se trouve que ces 10-20 dernières années, il y a des dizaines d'études qui sortent et qui expliquent, même ces 30 dernières années, qui expliquent que dans 80 à 98% des cas, les régimes, ça ne fonctionne pas. Ça veut dire que dans les 5 ans qui suivent le régime, les gens reprennent tout le poids perdu ou plus. Donc globalement, c'est des statistiques de merde. On est d'accord, hein? 80 à 98% du temps, quoi. Je pense que demain, si on prend l'ascenseur ensemble, qu'on est au 10e étage et que je vous dis qu'il y a 80 à 98% de chances qu'il s'écrase au sol avec nous, on ne monte pas dans l'ascenseur, quoi. Maintenant qu'on sait que les régimes ne fonctionnent pas, il y a quand même les magazines Elle, toujours, et toute la culture de la minceur pour changer, se réinventer les mots, parce que comme ils ont compris que ça ne fonctionnait pas les régimes, mais il faut quand même nous vendre de nouvelles injonctions. Donc là, maintenant, on a toujours les spéciales maigrir, hein, pour votre plus grand plaisir. Spécial maigrir, la nouvelle attitude, comprendre son corps, mincir selon son âge. Voilà. Ensuite, spécial maigrir, tout sauf un régime. La seule méthode pour ne pas craquer, mais du coup c'est quand même un régime. Moins 3 kilos avant le maillot, nos solutions pour celles qui ne croient plus au régime. Ah, ils sont futés, hein. Ils savent ce qu'ils font.
et un corps tonique pour l'été. Ça, on ne dit pas qu'il faut mincir, mais quand même une nouvelle petite injonction. Voilà. Et donc, du coup, moi je grandis là-dedans, et mes parents, ils me disent jamais frontalement mincis, il faut que tu sois mince, il faut que tu restes mince, parce qu'ils sont pas frontaux, mes parents. Mais il y a les petits magazines sur la table basse. Et il y a notamment ce que je peux revivre récemment, parce que j'ai une nièce qui a 10 ans maintenant, et du coup je vois des choses se rejouer sous mes yeux, et ça me renvoie à ce que je vivais à l'époque. Et notamment, il y a... la maladresse, vraiment. Il y a 3 ans, donc elle avait 7 ans, on était à table, et on prenait l'apéro. Et donc il y avait plein de petits trucs à grignoter, du houmous, des tomates cerises, des chips, des olives et tout un tintouin. Et donc ce jour-là, il y avait mes parents, mon frère, il n'y avait pas sa compagne, et il y avait ma nièce qui était là. Et donc on parlait de tout et de rien, surtout de rien. Et... gratuit. Et à ce moment-là, je vois une crispation. Je ne sais plus qui commence, de mes parents ou de mon frère, mais ça se tourne vers ma nièce, Lilia. Mais Lilia, pourquoi tu manges toutes ces tomates cerises là? T'en as enchaîné 4 ou 5, tu mâches à peine, t'auras plus faim après. Et puis si t'as plus faim après, à table, tu vas rien manger. Et puis là, dans 2 heures, tu vas nous dire qu'il faut que tu manges, mais tu mangeras pas, on grignote pas en plein après-midi. Donc elle se prend tout ça dans la tronche, et je vois qu'elle est complètement perdue. Elle comprend pas ce qui se passe, pourquoi c'est aussi grave tout d'un coup. Moi, sur le moment, je suis scotchée. Et puis en plus ça me renvoie, je me souviens de moi qui mets du parmesan sur mes pâtes et qu'on me dit qu'il ne faut pas mettre autant de parmesan sur mes pâtes, moi qui mets du sucre dans mon yaourt nature, il ne faut pas mettre autant de sucre dans mon yaourt nature. Voilà. Et donc du coup un peu plus tard, au moment où je me retrouve un peu seule avec ma nièce, je lui dis tu manges ce que tu veux, hein, t'inquiète pas. Et elle me dit mais pourquoi c'est si grave ce que je mange? Et sur le moment, je me suis dit, elle a tout dit, quoi. Ouais, pourquoi c'est aussi grave? Pourquoi c'est mes parents, toute la société, mais autant d'enjeux sur ce qu'on mange? Et en fait, à l'époque, c'est pas par plaisir que mes parents font ça. C'est pas parce que mes parents ou mon frère, ils ont envie de faire chier ma nièce. C'est parce que eux veulent qu'elle soit en bonne santé, veulent qu'elle soit bien éduquée à bien manger, parce qu'ils ont l'impression que c'est comme ça qu'il faut faire, quoi. Et ils pensent que être gros, c'est être en mauvaise santé. Et ça fait partie des trucs, depuis que j'ai commencé à lire et à avoir accès à tout un tas d'informations contradictoires, je me rends compte que c'est un énorme raccourci de dire que être gros, c'est être en mauvaise santé. Et pour un peu vous partager tout ça, j'ai envie de vous parler d'un article universitaire qui est sorti en 2011 et qui est basé sur presque 180 études scientifiques. Mais avant de parler de cet article, il faut que je vous parle de l'IMC. Vous savez ce que c'est que l'IMC? Oui. C'est quoi? C'est bien. Et donc l'IMC, c'est un calcul entre le poids et la taille, et ça donne un chiffre, et selon les seuils de l'IMC et où on se situe, c'est censé nous donner une information capitale sur notre santé. Donc si on se situe de 18 à 25, on est en poids normal. Tout va bien. Si on est de 25 à 30, là ça va un peu moins bien, on est en surpoids ou en pré-obésité. Soi-disant, hein, je ne sais pas s'il faut que j'insiste sur les guillemets. Si on est de 30 à 35, on est en obésité modérée. Si on est de 35 à 40,
obésité massive. Et si on est à plus de 40, on est en obésité sévère ou morbide. Voilà. Et donc, ce que cet article universitaire explique, quand il se base sur presque 180 études, c'est que déjà, la diminution de santé, on l'observe au-delà de 40. Pas 25, 40. Alors que dans notre société, si vous regardez tout un tas de tous les trucs de manger 5 fruits et légumes, etc., on sous-entend qu'à partir du surpoids, il y a déjà un danger sur la santé et qu'on est déjà censé faire tout un tas de trucs pour surtout ne pas être en surpoids, parce que sinon, on va mourir demain. La diminution de santé s'observe au-delà de 40 d'IMC. Mais même ce que cet article explique, c'est que le fait qu'il y ait une diminution de santé, ça prouve une corrélation. Il y a une corrélation entre un IMC au-delà de 40 et une certaine diminution de santé, certaines maladies chroniques, cardiovasculaires, inflammatoires. Mais c'est une corrélation, c'est pas une causalité. Et pour un peu clarifier la différence entre causalité et corrélation qui est primordiale, on va parler de l'effet Seagull. L'effet Seagull, c'est un petit truc ludique qui s'est passé donc en Alsace. Il y a des gens qui ont regardé ça, ils se sont rendus compte que en Alsace, les communes où il y a le plus de nids de cigognes, donc où il y a le plus de cigognes, c'est aussi les communes où il y a un fort taux de natalité, où il y a le plus de bébés. Ça, c'est une corrélation. C'est en effet le cas, on peut dire. Là où il y a le plus de cigognes, il se trouve qu'il y a le plus de bébés. Confondre corrélation avec causalité, ce serait par exemple de dire que c'est parce qu'il y a plus de cigognes qu'il y a plus de bébés et que donc les cigognes amènent les bébés dans les chemins. Donc il ne faut pas confondre corrélation et causalité. Voilà. Et donc de cette manière-là, on observe qu'il y a une corrélation entre une diminution de la santé et un IMC au-delà de 40, mais rien ne prouve que c'est le poids sur la balance qui cause ces maladies-là. Et surtout, ce qui se passe, c'est que là, dans les 10-20 dernières années, on se rend compte qu'il y a plein de facteurs risques qu'on ne prenait pas en compte auparavant dans les études scientifiques et en fait, qui ont un impact très important. Et donc, je vais vous en parler de deux. Le premier facteur risque qui n'était pas du tout pris en compte auparavant, c'est ce qu'on appelle l'effet yo-yo. Faire le yo-yo, ça veut dire donc prendre du poids et perdre du poids très régulièrement, de manière cyclique. Et en fait, ça a un impact sur notre santé. Qu'on soit à un IMC entre 18 et 25 ou au-delà de 40, peu importe, ça a un impact sur notre santé. Parce qu'en fait, quand on fait l'effet yo-yo, ça augmente l'inflammation dans notre corps et du coup, ça nous met à risque de certaines maladies qui d'habitude sont associées à la grosseur et à l'obésité, quel que soit notre IMC. Le deuxième facteur risque qui n'était pas du tout pris en compte auparavant, c'est le facteur socio-économique. Tout à l'heure, quand je vous ai dit que l'alimentation et l'exercice physique, ça n'avait que 10% d'impact sur notre santé, les facteurs socio-économiques, ça a 40% d'impact sur notre santé. Le quadruple, bien sûr. Donc c'est énorme. Et en fait, pourquoi? Parce que, donc un exemple, parce qu'il pourrait y en avoir 1000, c'est qu'en fait, quand on est en situation de précarité, on est beaucoup plus stressé, anxieux. Et en fait, il y a la cortisol, qui est ce qu'on appelle l'hormone du stress. Quand la cortisol augmente dans le sang, ça augmente ça nous met à risque de tout un tas de maladies cardiovasculaires, inflammatoires et chroniques, encore une fois, qu'on associe d'habitude à la grosseur et à l'obésité uniquement. Et pour finir sur le facteur, pour un autre exemple, un dernier exemple sur le facteur socio-économique, c'est vrai que souvent on dit que quand on a du diabète de type 2, c'est parce qu'on est gros qu'on a du diabète de type 2. Et bien en fait, le diabète de type 2, c'est une perturbation du métabolisme qui fait qu'on a une résistance à l'insuline. Et dans le cas de cette perturbation-là, le corps va stocker davantage de gras. Et donc en fait, le diabète, l'obésité, c'est plus un symptôme
du diabète que l'inverse. C'est pas le poids qui cause le diabète, mais plutôt l'inverse. Et encore une fois, oui, parce que je l'ai dit par rapport aux facteurs socio-économiques, mais c'était l'inverse. J'espère que je vous ai pas perdu. Donc c'est primordial en fait de déconstruire ça, de déconstruire le fait que être gros ne veut pas dire qu'on est en mauvaise santé. Parce que c'est ce qui sert, c'est sur ça qu'on utilise notre peur, nos inquiétudes, nos complexes, nos inquiétudes par rapport à notre santé, pour à la fois accaparer nos pensées, parce que quand on est en train de penser à notre santé, à notre alimentation, on ne pense pas politique, on ne pense pas lutte, on ne pense pas collectif. Et surtout, c'est encore un moyen de nous vendre tout un tas de choses pour, à tout prix, perdre du poids. Et ça, encore une fois, la culture de la minceur sait très bien le faire, et le magazine Elle aussi. Et donc, on a tout un tas de nouvelles techniques, encore une fois, qui apparaissent pour nous aider à perdre du poids. Maigrir selon son cerveau. C'est vraiment pas une blague. Hein. Maigrir en dormant. Et si c'était vrai? En finir avec les kilos émotionnels. Mieux gérer le stress pour alléger son corps. Bah ouais, parce que si on est gros, c'est parce qu'on est trop stressé, quoi. Et enfin, phénomène. Konjac. La racine qui fait maigrir. Ouais, voilà. Ah oui. Du coup, moi, tout ça, ça me perd. Je ne sais plus où donner la tête pour réussir à bien me contrôler. Mais heureusement, quand j'arrive plus, il y a le sport. J'aurais bien dormi une heure de plus. Il fait encore nuit. Il fait froid. J'aimerais chauffer en courant. Oh, les gens qui prennent toute la place sur le trottoir. Super, feu rouge. Maintenant, la situation commence. J'ai l'air d'une andouille. Ce feu est interminable. Allez, c'est reparti. J'en ai déjà marre. Faut que je cours moins 30 minutes. Avant, ça compte pas. Ça commence à taper dans le gras à partir de 30 minutes. Et vu tout ce que j'ai bouffé hier, j'ai pas le choix. Il est 17 minutes seulement. Je suis pas perdue. Faut que je tienne le coup. Au moins, après, je culpabiliserai plus. Point de côté. Faut que je souffle. Inspire. Expire. Faut planter ses doigts pile sur le point. Ça va partir. Ça va partir. De toute façon, faut que ça passe. Je ne peux pas m'arrêter. Là, je ne sens quasiment plus. C'est bon. 40 minutes. Bon. J'ai dépassé que de 10 minutes les 30. Donc, je fais une dernière petite boucle et ça devrait le faire. Bon, aujourd'hui, j'ai vraiment pas intérêt à déconner. Je vais pas gâcher la séance que je viens de faire. Ouais, faut pas que je déconne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire pas craquer. Pas manger tous les aliments interdits. Parce que dans la culture de la minceur, il y a cette diabolisation, cette moralisation des aliments. Mais du coup, à ce moment-là, moi, quand je me dis, faut surtout pas que je mange du chocolat, des gâteaux, du sucre, des chips, en fait, je pense qu'à ça. Je pense qu'à ça parce que y a un truc, ça s'appelle l'effet ours blanc. C'est exactement ça. Je sais pas si vous connaissez. C'est basé sur une citation de Dostoïevski que je connais pas par cœur, mais en gros, qui dit si vous ne voulez pas penser à un ours blanc, vous verrez que cet animal, ce malheureux animal, ne fera que revenir en tête, un truc genre. Et en fait, il y a un psychologue, Daniel Wagner, dans les années 80, qui est parti de ça
et qui a fait une étude, qui a convoqué tout un tas de personnes, à qui il a dit il ne faut pas que vous pensiez à un ours blanc. Il leur a donné un petit bouton et il leur a dit par contre, dès que vous pensez à un ours blanc, bah, vous appuyez comme ça, moi je collecte. Et bah, bizarrement, ça appuyait dans tous les sens très rapidement. Parce qu'en fait, le cerveau ne comprend pas la négation. Quand on dit ne pas penser à, on dit le truc en question. Donc ça ne fonctionne pas. Et donc c'est exactement ça, quand on diabolise un aliment, quand on diabolise voilà, le fast-food, le junk food ou des aliments en général, bah, on va ne penser qu'à ça si on se l'interdit. Et du coup, les moments où on va craquer, où on va lâcher le contrôle, c'est vers ça qu'on va aller. Donc c'est complètement contre-productif en fait de diaboliser un aliment en soi. Est-ce que quelqu'un ici pense qu'on peut être addict à un aliment ou à un ingrédient? Oui. Vous avez quoi en tête? Le sucre? Ah bon? J'entends ça? Étrange, je ne m'y attendais pas du tout. Big Mac. Bah, le sucre d'abord. Le Big Mac, on verra plus tard. En 2016, il y a une révision de la littérature scientifique sur le sujet. Donc ça veut dire qu'il y a une équipe dirigée par un professeur de neurosciences qui a révisé toutes les études sur le sujet. Donc il y en avait 127 sur le sujet de est-ce que le sucre est chimiquement addictif pour l'humain. Et donc sur ces 127 études, il y en a plus d'une centaine faites sur l'humain, le reste de la grosse vingtaine sur des rats. Et donc en analysant tout ça, en mettant tout ça ensemble, cette équipe fait cette révision de littérature scientifique et nous dit non, le sucre n'est pas chimiquement addictif pour l'humain. Par contre, parce que je pense que beaucoup d'entre nous ont eu le sentiment d'être addicts au sucre à un moment donné, en 2012, il y a une étude qui paraît et qui explique qu'en effet, on voit une activation des centres de gratification dans le cerveau, les mêmes centres activés dans le cadre d'une drogue, quand quelqu'un mange un aliment sucré, uniquement quand c'est une personne qui est au régime ou qui a été longtemps beaucoup au régime. Ça veut dire que quand on s'est restreint, quand on s'est empêché de manger du sucre, quand on a diabolisé le sucre, là, le sucre a cet effet-là sur nos corps. Donc c'est pas le sucre chimiquement qui est addictif. Si on donne demain du sucre à un bébé qui n'a pas encore été imprégné de la culture de la minceur, il n'est pas chimiquement addictif, c'est pas comme si on lui donnait de l'héroïne. C'est la culture de la minceur qui nous rend. Qui ferait ça, en effet? C'est la culture de la minceur qui nous rend addicts au sucre. Voilà. Et du coup, ça c'est important, encore une fois, de le déconstruire parce que c'est encore utilisé par la culture de la minceur. D'une manière, ça nous accapare encore nos pensées. À chaque fois qu'on se dit il faut surtout pas faire ça, ne pas manger ça, etc., on pense pas à la politique, au collectif. Et ça nous vend encore tout un tas de choses, dont, encore une fois, et la dernière fois, je vous promets, c'est Super Magazine. Et donc là, comme avec notamment les études où on commence vraiment à savoir que les régimes ça fonctionne pas et qu'on n'ose plus être complètement ouvertement grossophobe et dire qu'il faut pas être gros, et là maintenant ça change. Donc là c'est spécial forme. Du tonus, oui, mais en s'amusant. Ça c'est quoi? Ah oui, j'ai oublié de dire parce que ma mère au magazine Elle était à la rubrique beauté et forme. Et ça par exemple, c'est elle qui a dirigé ce dossier-là. Voilà. Spécial beauté d'été, ventre plat, jambes légères et corps tonique. Voilà, ça c'est aussi ma mère qui l'a dirigé. Forme, trouver son équilibre. Pourquoi le sport nous fait tant de bien? Et ce qui me reste, ouais. Ça c'est aussi ma mère qui a dirigé ce truc-là, elle y était encore.
Et pour finir, ce numéro va vous faire du bien. 20 idées pour être plus énergique, plus belle, plus sereine. C'est aussi ma mère. Elle va aimer ta conf. Et donc, en fait, avec toutes ces injonctions contradictoires qui, à force, finissent par se contredire complètement, moi, je ne savais plus comment faire, quelles règles suivre, en fait. Je ne savais même plus qu'est-ce que c'était que de bien faire ou de mal faire. Et du coup, ce que je faisais à cette époque, c'est que je faisais par rapport aux gens avec qui je mangeais. Je me comparais. Et donc, quand j'étais à table et que je mangeais avec des gens, il y avait une partie de mon cerveau qui était avec la personne, qui discutait, mais avec le temps, elle était de moins en moins là. J'étais de moins en moins dans l'instant présent avec les gens. Et il y avait la deuxième partie qui a pris de plus en plus de place avec le temps, qui était dans l'analyse, qui était dans le... alors cette personne, quelle est sa corpulence? Donc a priori, ce serait logique que je mange moins qu'elle, parce que si je mange plus, c'est bizarre, elle est plus corpulente que moi, donc il faut que je mange moins. Mais j'ai quand même vachement faim. J'ai faim, pourquoi elle mange aussi peu là? Elle reprend pas de plat? Il va falloir que je m'arrête là? Non mais moi je pourrais manger le double ou le triple en fait. Un dessert? Non, pas de dessert. Non, évidemment pas de dessert. Ah bon, moi je me serais éclaté un gâteau entier. Et sauf que, à force, avec le temps, je finissais par nourrir énormément de frustration contre moi-même, mais aussi contre les gens. Je finissais par être en colère, j'en avais marre. Je disais, mais pourquoi ça a l'air d'être si facile pour les gens de manger, de s'arrêter? Ça y est, elle a plus faim. Qui a plus faim? Qui n'a plus envie de manger? Je ne comprenais pas. Moi, j'avais l'impression que je pourrais manger toute la vie, ne jamais m'arrêter, quoi. Et du coup, c'était quand même vachement pesant. Et épuisant en fait, d'avoir constamment ces pensées-là. Et cette partie de mon cerveau qui prenait de plus en plus de place. Cette obsession du contrôle alimentaire, du coup, maintenant que j'ai lu des contre-discours, ça me fait penser notamment à Michel Foucault, qui est donc un sociologue français, qui publie en 1975 « Surveiller et punir », qui est un ouvrage qui parle plus spécifiquement de la prison, mais globalement des questions de contrôle et de discipline. Et en fait, il nous explique que depuis le XVIe siècle, il y a toute une période où en fait le pouvoir, il se rend visible, il assoit son pouvoir sur le peuple grâce aux dynamiques de punition. Et en fait, ça s'inverse. Et aujourd'hui, c'est donc l'inverse, c'est que le pouvoir fait tout pour ne pas être visible, pour ne pas être exposé. Et ça, moi, je trouve que c'est facile à comprendre quand je m'imagine un marionnettiste et le pantin. En fait, le pantin, s'il est contrôlé par le marionnettiste grâce à des petites ficelles, et que le marionnettiste, il lui fait des trucs qu'il n'a pas du tout envie de faire, le pantin, s'il a conscience que le marionnettiste, il est là, il peut se retourner et lui dire « Mais tu fais quoi là? Moi, j'ai pas du tout envie de faire ça. » Se rebeller, peut-être discuter, trouver un consensus, ou même couper les fils et partir. Mais si le marionnettiste, il arrive à se faire oublier, à s'invisibiliser, là, le pantin, il va continuer de faire des trucs qu'il n'a pas vraiment envie de faire, mais il ne sait pas contre qui se retourner vraiment. Il ne sait pas comment lutter. Il ne sait pas comment couper les fils, puisqu'il ne les voit même pas. Et donc cette société dans laquelle on vit, Michel Foucault il parle de société disciplinaire, dans laquelle il existe tout un tas de machines à contrôler les corps, comme il le dit. Et ces machines, ce sont les écoles, ce sont les hôpitaux, ce sont les prisons, ce sont les usines. C'est tout un tas d'endroits où on va nous apprendre ce qu'il appelle des disciplines, qui sont des méthodes pour contrôler minutieusement nos corps. Qu'on intègre ce besoin de contrôler nos mouvements, d'économiser nos mouvements, de calculer le temps qu'on met à faire ces choses, bref, minutieusement contrôler tout ce qu'on fait, de l'intégrer comme quelque chose qui est bon pour nous, quelque chose qu'il faut faire.
La culture de la minceur, elle n'a pas besoin d'école. Il n'y a pas d'école de la minceur parce que la culture de la minceur, elle est partout. Elle est dans les magazines, elle est sur les réseaux sociaux, elle est dans les séries, dans les films, elle est à nos tables, elle est dans nos discussions avec nos proches, dans la manière dont on se regarde, dont on regarde nos proches, dont on juge leur assiette, leur corps. On en est toutes et tous imprégnés. Et une autre machine à contrôler les corps que je connais bien, c'est le conservatoire de musique. Où là, c'est vraiment contrôler ses doigts, quoi. Quand on commence le piano, pour apprendre à bien contrôler ses doigts, on fait des gammes. Rapidement, donc on fait les touches blanches, les touches noires, des petites variations, mais bon, c'est rapidement un peu chiant. Faut trouver, voilà. On va pas aller très loin. Et donc, après, il y a des morceaux de musique qui sont composés spécifiquement pour apprendre à bien contrôler ses doigts. Et ça, notamment, une de ces méthodes, c'est les études. C'est le nom de la méthode. Et donc, ça donne plus ce genre de choses. Ça bug parce que c'est le track, encore une fois. Bon, je vais arrêter le supplice, mais là, ce que je veux vous dire, c'est que, en fait, c'est très disciplinaire, je pense que ça s'entend, c'est très strict, c'est très militaire, limite. Et en fait, je ne le dis pas par hasard, le mot militaire, c'est un directeur d'école au 19e siècle, le siècle où se répand vraiment l'enseignement musical, où il se normalise, où il se rationalise dans tous les conservatoires sur le territoire français, qui compare les études à des exercices d'échauffement militaire. Donc moi, entre le piano et l'alimentation, au bout d'un moment, le contrôle, je peux plus. Mais en fait, comme tout le monde, personne ne peut garder contrôle sur quelque chose H24 indéfiniment. C'est juste pas humain. Et quand c'est le cas, souvent c'est des troubles du comportement alimentaire, par exemple. Mais moi, au bout d'un moment, j'en pouvais vraiment plus. J'en pouvais vraiment plus parce que, comme je vous ai raconté, je passais ma journée, ça ne s'arrêtait pas en fait. J'avais toute une partie de mon cerveau qui était constamment concentrée là-dessus et c'était épuisant. Et puis, comme je vous disais, je commençais à avoir de la colère contre les gens, etc. Et il y a eu un deuxième basculement. Je vous ai parlé du premier basculement à la puberté. Le deuxième basculement, c'est quand j'ai habité seule. Il n'y a pas si longtemps que ça, puisque j'ai grandi à Paris, donc j'ai habité seule à 25 ans. Et donc, en fait, avant ça, quand j'étais chez mes parents et que j'avais envie de lâcher le contrôle, que j'en pouvais plus, je pouvais pas manger tout ce qu'il y avait dans le frigo et dans tous les placards. Déjà parce que c'est eux qui achetaient, donc ça se fait pas trop. Et aussi parce que je voulais pas qu'ils le sachent. Je voulais pas que ça se sache, qu'ils soient au courant, parce que j'avais honte et puis parce que j'avais pas envie d'en parler. Et du coup, je m'arrangeais pour faire mon petit marché dans le frigo et dans les placards et de prendre des petits bouts par-ci par-là pour que ça se voit pas, mais que j'ai quand même un peu fait ma compulsion, quoi. Mais du coup, quand j'ai habité seule, à 25 ans passés, il n'y avait plus ces limites-là, il n'y avait plus ce cadre-là. Et du coup, à ce moment-là, ça a commencé les compulsions, les vraies, les moins drôles, et les plus fréquentes, de plus en plus fréquemment. Et donc à ce moment-là, ce qui se passait, c'est que souvent, ça m'arrivait souvent, de partir de dîner et d'aller au McDo. Parce qu'encore une fois, c'était l'interdit suprême. C'était vraiment ce qu'il ne faut pas manger. Donc quand j'avais envie d'exploser, j'allais au McDo. Et j'arrivais au McDo, il était donc 23h, minuit, 1h du matin, puisque je partais d'un dîner. Et là, je me retrouvais sur le moment. Et puis la population, c'est des gens qui sont en groupe, en couple, qui rigolent, qui sont légers, qui ont fait autre chose de leur vie. Et moi, je suis là toute seule.
Et j'essaie de me raconter tout un tas de trucs dans ma tête juste pour garder de la consistance, quoi, pour pas me liquéfier de honte sur le sol. Et donc, déjà, je vais commander à l'écran, parce que je suis incapable de prononcer ma commande à l'oral. Et donc, je prends mes trucs en priant que personne ne regarde mon écran. Puis je me dis, mais si les gens ils voient tout ce que je prends, ils vont se dire, mais elle est toute seule. Je me raconte des trucs, de me dire, bah, vous savez pas, peut-être que je suis super sympa et que je suis en train de commander pour 2-3 personnes. Voilà, vous en savez rien. Je me raconte tout un tas de trucs, encore une fois, pour garder de la consistance, quoi. Et pas m'effondrer. Je finis ma commande et là, j'attends que la commande se prépare. Et c'est ces moments-là où je me dis, mais c'est un fast-food ou quoi, là? J'ai l'impression que le temps s'étire. C'est les moments où j'ai l'impression que les secondes deviennent des heures et je fais tout, je prends toute l'énergie que je peux juste pour... Je fais genre que ça va bien, tout va bien dans ma vie, j'écoute du son, je suis là, alors qu'en fait, j'ai honte. Je me dis, ma pauvre fille, tu fais pitié, quoi. Et donc, quand ça arrive enfin, hop, je prends mon paquet et je rentre vite chez moi. Et là, bah, je me mets un truc à regarder, vraiment le truc le plus débile du monde, pour vraiment essayer d'éteindre ces pensées, mais qui, en fait, ne s'éteignent jamais. Et je mange de manière complètement compulsive, quoi, pour me remplir. Et à ce moment-là, il y a deux personnes, encore une fois, en moi. Il y a la personne qui a envie de lâcher le contrôle, qui n'en peut plus, qui a envie de dire à cette putain de culture de la minceur, mais va bien te faire foutre, en fait, j'en ai ras le cul, je m'en fous, je veux juste bouffer et qu'on me laisse tranquille, en fait, à un moment donné. Lâchez-moi la grappe. Et à ce moment-là, elle a du mal à se faire entendre. C'est l'autre qui prend très rapidement le dessus et l'autre qui est à nouveau là à dire bah voilà, bah t'es incapable de te contrôler en fait. T'es qu'une merde, tu craques encore. T'as vu tout ce que tu bouffes en plus. Demain, il va falloir vraiment que tu prennes les choses au sérieux, quoi. Et donc, la culture de la minceur, elle gagne à tous les coups. Parce que soit elle nous met des injonctions, elle nous met la responsabilité individuelle sur comment bien manger, soit quand on craque, elle réussit quand même, ça profite quand même à des entreprises qui se mettent de la thune dans les poches. Tous les trucs qui jouent sur justement la junk food, le sucre, le chocolat, sur vous avez envie de craquer, faites-vous plaisir, etc. Il y a toujours des entreprises derrière pour se mettre de l'argent dans les poches. Pour donner des petits chiffres, l'industrie de la perte de poids, donc de la minceur, en 2022, c'est 250 milliards de dollars dans le monde. En France, c'est moins, c'est 2,5 milliards évidemment, mais du coup largement de quoi rembourser le déficit de la dette, par exemple. L'industrie de l'alimentation saine, puisque maintenant ça évolue et qu'on ne dit plus minceur et qu'il y a de plus en plus de comment vous vendre des compléments alimentaires, des substituts de repas, des choses hyper protéinées, etc. L'industrie de l'alimentation saine, en 2022, c'est 950 milliards de dollars dans le monde. Et l'industrie du fitness et de l'exercice physique, c'est 750 milliards de dollars. Je ne vais pas regarder les chiffres de l'industrie agroalimentaire et de la junk food, mais je pense qu'ils s'en mettent plein les poches aussi. Et donc c'est tout un tas d'industries qui capitalisent sur nos inquiétudes et sur nos peurs d'être gros et d'être en mauvaise santé. Et ils instrumentalisent tout ça. Et donc je vais vous donner un peu, donc ça, ces industries-là, c'est nos marionnettistes quelque part. C'est le capitalisme, c'est les industries capitalistes et la culture de la minceur. Et les fils, je vais vous en donner deux. Le premier fil, la première instrumentalisation dont j'ai envie de vous parler, c'est l'épidémie d'obésité. Ce terme-là, est-ce que vous l'avez déjà entendu? Oui. L'épidémie d'obésité, c'est un terme qui apparaît aux États-Unis en 1998. En fait, tout à l'heure, quand je vous parlais de l'IMC et les seuils dont je vous ai parlé, bah ça, c'est depuis 1998, ces seuils-là. 18 à 25, poids normal, 25 à 30 surpoids, et à partir de 30, les divers stades d'obésité.
Et bien en fait, avant 1998, c'était pas comme ça. Avant 1998, le poids normal, c'était pas de 18 à 25, c'était de 18 à 28. Donc il y avait de 25 à 28 tout un tas de personnes qui, du jour au lendemain, en 1998, sont passées de poids normal à surpoids, pré-obésité. Mais pourquoi? C'est pas un hasard, encore une fois. En fait, c'est l'Institut national de la santé américain qui, à l'époque, décide de changer les seuils de l'IMC du jour au lendemain. Et il base ce changement sur un rapport de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui se base lui-même sur un rapport du groupe d'intervention internationale sur l'obésité. Et ce groupe-là, il est notamment fondé par 2 laboratoires pharmaceutiques qui vendent des médicaments pour perdre du poids. Donc, les gens concernés par l'IMC entre 25 et 28, rien qu'aux États-Unis, à l'époque, c'est 30 millions de personnes. C'est 30 millions de clients en plus. Pas con. Le deuxième fil, c'est par rapport à la chirurgie bariatrique. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. La chirurgie bariatrique, pour celles et ceux qui ne savent pas, c'est en fait des interventions où on va bypasser, enfin contourner le système digestif, l'estomac, un bout de l'intestin grêle, etc. Ou même couper des bouts d'estomac, des bouts d'intestin, couper des organes vitaux en bonne santé pour faire perdre du poids. Et la chirurgie bariatrique, en fait, à l'époque, quand c'est créé, dans les années 50 aux États-Unis, il n'y a pas, ça se bouscule pas devant les cliniques pour que moi, je veux me faire couper un bout d'organe en bonne santé. Et donc, à ce moment-là, le Dr Payne, donc c'est vraiment son nom, mais ça s'écrit P-A-Y-N-E, et donc ça veut dire douleur, P-A-I-N-E en anglais, donc c'est comique. À ce moment-là, il se dit comment faire pour que les gens viennent plus faire de la chirurgie bariatrique, et donc c'est lui qui appose le terme morbide à côté de l'obésité. Et donc du coup, quand il y a un problème qui devient morbide, tout de suite, les gens, ils le prennent plus au sérieux et ils se disent vite, il faut absolument que j'aille me faire couper un bout d'estomac. Voilà. Donc, la culture de la minceur sert le capitalisme de cette manière-là, puisqu'il y a une instrumentalisation de ces peurs, de ces inquiétudes, de notre envie d'être en bonne santé et d'être accepté par la société pour nous vendre tout un tas de choses et nous obliger à nous contrôler nous-mêmes. Moi, comment je m'en suis sortie? Je m'en suis sortie justement grâce à cette compréhension systémique du problème. Quand j'ai commencé à lire, à me renseigner, à écouter des podcasts, à avoir des documentaires, etc. et que j'ai commencé à voir tout ce qui existait sur le sujet. Parce que c'est normal que tous les 4 matins, on ne se dise pas « Ah tiens, est-ce que les choses ont évolué sur l'alimentation? Je vais aller voir. » Mais à ce moment-là, du coup, j'ai fait toutes ces recherches-là. Et c'est quand j'ai commencé à voir ces marionnettistes, à voir ces ficelles, à voir l'ampleur du système, que là, j'ai réussi à prendre de la distance et à me libérer de toutes ces pensées obsessionnelles. Mais ça n'a pas pris 2 secondes. Déjà, comme je vous disais, je suis tombée de ma chaise plein de fois, donc il fallait se relever à chaque fois que je tombais de ma chaise. Et puis quand j'ai pris conscience qu'il fallait arrêter de contrôler son poids, parce que non seulement c'est pas ça qui allait me servir, mais en plus, du coup, je participais à ce système-là, et j'ai pris cet engagement-là, envers moi-même d'abord. Ok, je ne contrôle plus mon poids du tout, je ne contrôle plus ce que je mange. Et donc pendant une période, je mangeais que les trucs que je m'étais interdit pendant des années en fait. Mais matin, midi et soir. Donc il y avait un côté super génial, c'était compulsion tout le temps, quoi. J'étais là, je mangeais sans vraiment me priver du tout. Et puis j'essayais de gérer les inquiétudes parce que je vis quand même dans la culture de la minceur, puis je l'ai intégrée pendant 30 ans, donc oui, j'avais forcément des pensées où je m'inquiétais quand même de l'impact que ça avait sur mon corps. À ce moment-là, je voyais mon corps grossir, donc j'avais toujours cette grossophobie internalisée, donc j'ai fait en sorte de la gérer. Et au bout d'un moment, naturellement,
j'ai eu une alimentation qui s'est variée. Naturellement, j'ai plus eu envie de manger tous ces trucs interdits matin, midi et soir, parce qu'au bout d'un moment, c'est un peu chiant. Et j'ai naturellement eu envie de varier mon alimentation. Et je suis devenue cette personne qui n'a plus faim. Je suis devenue cette personne qui a suffisamment mangé. Cette personne qui est capable d'avoir de tout dans ses placards et de ne pas tout défoncer en 2 secondes. J'ai du Nutella chez moi, j'ai des paquets de gâteaux, j'ai du fromage et ça dure sur des semaines. C'est incroyable. On m'aurait dit ça il y a 4-5 ans, j'aurais jamais cru. Mais surtout, j'ai vu mon cerveau se désembrumer. J'ai récupéré toute une partie de mon cerveau qui m'avait été accaparée, volée par la culture de la minceur et par le système capitaliste tout ce temps-là. J'ai retrouvé de l'énergie, du temps, de la colère, de la rage, de l'envie de lutter contre ce système-là qui s'accapare nos pensées, notre temps, notre argent. Mais moi, j'ai pu le faire parce que je suis issue d'une culture bourgeoise, j'ai le capital culturel qui fait que je parle anglais, qui fait que j'ai pu avoir le temps, l'énergie et l'argent de me renseigner, de lire tous ces trucs en anglais, parce que globalement, malheureusement, aujourd'hui, en France, il n'y a pas encore suffisamment de données, et la plupart des études que je n'ai pas citées, mais que je pourrais vous envoyer, elles sont en anglais. J'ai pu le faire aussi parce que j'avais l'argent de m'acheter ce que je voulais manger sur le moment. Tout le monde ne peut pas le faire. J'avais l'argent de m'acheter des nouveaux habits puisque je ne rentrais plus dans mes anciens habits. Donc tout ça, j'ai pu le faire parce que j'avais le capital économique et culturel qui me permettait de le faire. Et donc si on veut vraiment toujours s'inquiéter de comment gérer la nutrition, bien que ce ne soit que 10%, ça n'est que 10% d'impact sur notre santé, si on veut quand même se poser ces questions-là, c'est pas une question d'éduquer les gens à bien manger. La question, elle n'est pas dans les règles, dans il faut être mince pour être en bonne santé, pour être beau, il faut perdre du poids, il faut moraliser nos pratiques alimentaires et physiques. Non. Si les personnes grosses qui sont pauvres, elles ne sont pas grosses parce qu'elles sont pauvres et qu'elles ne savent pas manger et il faudrait les éduquer. C'est complètement méprisant, c'est un mépris de classe de penser ça. C'est parce que génétiquement, 70% c'est nos gènes, c'est le stress, c'est aussi le fait qu'on n'a pas le temps, en fait, parce qu'on a un boulot de merde précaire, on n'a pas le temps d'aller au marché tel jour et de choisir tout un tas d'aliments variés et de prendre la racine konjac. On n'a pas le temps de cuisiner, on n'a pas le temps de se poser, donc on va au plus vite, on prend les aliments transformés qui sont les aliments les moins chers. Donc c'est tout ça qui fait que peut-être on n'a pas accès à une alimentation variée. Mais c'est même pas forcément ça qui fait qu'on est gros. Donc la question, elle n'est pas dans l'éducation, elle est dans plus de justice sociale et économique. La lutte, elle se situe là, en fait. Elle se situe sur comment on fait en sorte pour imaginer ensemble, collectivement, un système plus juste économiquement et socialement. Parce que moi, ma libération toute seule dans ma tête, c'est cool, mais c'est pas moi qui vais changer les choses, et je vais pas changer les choses toute seule. Il va falloir collectivement qu'on se pose des questions ensemble de comment on fait, quel système on imagine, comment on fait pour refuser cette culture de la minceur, le système capitaliste et imaginer autre chose. Comment on fait pour se déconstruire, arrêter de voir la minceur comme idéal de beauté, image de bonne santé. Il y a des gens minces, il y a des gens gros dans notre société, tout le monde n'est pas censé être mince. Comment on fait pour arrêter de se focaliser sur comment bien manger, comment perdre du poids, prendre de la masse, avoir les bons muscles aux bons endroits. Et pour arrêter de se juger soi-même et les autres sur comment on mange, comment on bouge. Et évidemment, refuser de participer à cette oppression des personnes hors des standards. J'ai envie de finir sur un morceau de piano. Je vais essayer d'aller au bout, mais voilà, le track fait que c'est pas toujours facile. Et puis parce qu'avec le conservatoire de musique, il y a tellement de pression, j'essaie de déconstruire ça, mais on voit que c'est pas forcément facile. Mais je vais quand même essayer de vous partager ça, parce que pour moi, c'est ça le plus important, c'est partager ensemble un moment de musique.
mais surtout un moment de calme avant la tempête qu'on fera gronder ensemble, je l'espère. Yes.